Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de millage où aujourd'hui on va faire le défi 500 km avec la toute nouvelle Nissan Leaf 2026. C'est la troisième génération de la Leaf. Cette voiture-là est extrêmement importante puisque lorsqu'elle est entrée sur le marché, en 2011-2012, c'était une des premières voitures électriques grand public. La Leaf a pavé la voie à l'électrification des transports et tous ceux qui ont suivi par après, j'ai très hâte de vous la montrer parce que c'est un véhicule extrêmement accompli. Nissan a travaillé très fort ici. Allons-y. Donc, au menu aujourd'hui, je vous ai dit défi 500 km, mais on ne va pas manquer l'occasion de faire la revue du véhicule. Donc, je vais vous montrer l'extérieur, l'intérieur. On va parler aussi du comportement routier au travers du déroulement du défi 500 km. Aussi, pour ceux qui viennent de se joindre à Plus de millage, je vous rappelle de vous donner un petit like et de vous abonner. Le défi 500 km, c'est un défi d'autonomie de recharge rapide chronométré et le résultat est mis sur un tableau du trajet le plus court au plus long. Dans le détail, je vais quitter Montréal le matin. Je vais me rendre jusqu'à la tête des ponts à Québec via l'autoroute 20. Si recharge à faire, je vais recharger. Et de fil en aiguille, lorsque je vais atteindre le jalon de 500 km, lorsque je retournerai sur l'île de Montréal, on va arrêter le chrono. Et le temps total, c'est le résultat du défi 500 km. Je vais mesurer la consommation et le temps de recharge et combien ça a coûté tout ça. Donc ça va suivre au travers des scènes qui vont se chevaucher. Donc pour la troisième génération, le Nissan nous emmène la Leaf dans un format berline VUS coupé, surélevé. Nissan l'appelle VUS. Moi, j'appelle plus ça une berline liftback. Peu importe, vous déciderez comment que vous voudrez l'appeler. Fondamentaux, on a une batterie de 75 kWh et c'est un véhicule avec un rouage traction. Donc, il n'y a pas d'option 4 roues motrices dans ce véhicule-là. C'est un véhicule basé sur la plateforme Ampère Medium développée conjointement Nissan et Renault. On peut retrouver des produits européens comme le Renault Mégane E-Tech et des produits qui sont mondiaux nord-américains comme le Nissan Ariya. Même, on voit des ressemblances avec son plus grand frère, le Nissan Ariya ici. Le véhicule à l'essai aujourd'hui, c'est la version SV+, donc milieu de gamme, grosse batterie, longue autonomie. Nous avons une autonomie de 463 km NRCan avec ce véhicule-là. Maintenant, la prochaine scène, c'est moi dans le passé, au départ du défi 500 km. Nous sommes maintenant à la première étape du défi 500 km avec la Leaf. On a un peu plus de 100 km de parcouru, 111,6 km de parcouru. Je roule 110 km/h. La batterie est à 72 % de statut de charge, 278 km restants. On arrive à notre point de retournement à Saint-Nicolas dans 139 km. Pour ce qui est de la consommation, je suis vachement impressionné ici. 20,2 kWh par 100 km. La consommation NRCan sur autoroute, c'est 19,9. Donc, on s'entend, on fait la consommation NRCan qui habituellement est faite dans des conditions moyennes d'été. Donc ça, c'est excellent. Puis quand je vais vous dire les conditions extérieures, vous allez tomber en votre chaise. Il fait moins 15 degrés Celsius, les vents sont légers et la route est relativement mouillée, un peu enneigée, glacée. Il n'y a rien ici pour avantager la consommation. Puis je suis super impressionné. Lorsque Nissan a lancé la Leaf, la campagne de marketing au Québec était très axée sur la performance hivernale. Et j'avais peur. Nissan sont courageux de s'avancer avec ça. Évidemment, je me disais, dans le défi 500 km, on va voir si c'est vrai ou non. C'est clairement vrai. J'ai hâte de voir dans l'autre direction. Mais là, avec les vents qui sont relativement faibles, on ne devrait pas avoir trop d'impact. La consommation devrait être la même des deux côtés. C'est vachement impressionnant. On va faire notre briefage technique dès maintenant. Donc, Nissan Leaf de troisième génération, c'est quand même la pionnière des véhicules électriques qui est sortie en 2010, 2011, 2012, un peu avant la Tesla Model S, mais ça a démocratisé définitivement les véhicules électriques, la Leaf. À sa troisième génération, c'est tout qu'un véhicule. Il y a plusieurs choses, là, on passe dans un autre paradigme de véhicule électrique. On est réellement dans un véhicule électrique de génération actuelle, que je pourrais appeler troisième génération ou troisième génération plus. Qu'est-ce qu'on a sous la Leaf? On a une batterie de 75 kWh avec une chimie nickel, cobalt, manganèse. Ça, c'est très intéressant. 75 kWh, c'est quand même gros pour une Leaf. Ensuite, dans ce véhicule-là, bien évidemment, on a thermopompe, chauffe-batterie, on a le préconditionnement en route et le préconditionnement manuel. Donc, ça, c'est bien. Donc, pour les conditions extrêmes là, au nord de l'Amérique du Nord, au Canada, au Québec, c'est tout à fait approprié.
Le véhicule peut recharger là, sur des bornes rapides jusqu'à 150 kW. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui dans la petite vidéo. Et l'autonomie certifiée Enercan pour ce modèle, je suis dans le modèle SV+, donc milieu de gamme, dans le fond, milieu de gamme, longue autonomie. On a 463 km. Et le modèle S+, qui est un peu moins équipé, qui a des plus petites roues, a une autonomie de 488 km. Donc, c'est des bonnes autonomies là, pour une voiture compacte. Là, ce qui va rester à déterminer ensemble, c'est notre arrêt de recharge. Je suis convaincu qu'on va faire notre premier arrêt de recharge à Saint-Nicolas, à notre point de retournement. On va arriver autour de 25 % de statut de charge. C'est un peu haut, mais je veux arrêter au superchargeur Tesla à Saint-Louis-de-Blandford parce que je veux tester la fonction brancher et recharger là, qui est activée dans le véhicule. C'est le premier véhicule en Amérique du Nord qui peut faire du brancher-recharger nativement sur le réseau Tesla. Donc, ça va être intéressant d'essayer ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, le prochain segment, je vais vous présenter l'intérieur, l'extérieur du véhicule, l'espace cargo, les places arrière. Puis quand je vais avoir terminé ce segment-là, bien, on va être rendu là, à notre arrêt de recharge / point de retournement et je vais vous refaire une mise à jour du défi 500 km. On se parle tantôt. Pour ce qui est de la calandre à l'avant de la Leaf, on va chercher des éléments qu'on voit maintenant dans la gamme Nissan, Murano et Ariya. Et ça ressemble beaucoup à Ariya. Puis ici, on a un petit lettrage là, embossé où on voit Leaf. Le logo Nissan peut être illuminé là, sur les versions Platinum, je crois. Et évidemment, on a une caméra à l'avant, malheureusement pas de jet de lave-glace. Puis on a les capteurs de stationnement là, tout autour. Mais personnellement, beau design avant, là, très bel agencement des LED et la couleur blanche du véhicule, ça se marie très bien là, avec les plastiques piano noirs sur le véhicule. À l'arrière, c'est là qu'on reconnaît là, la forme. Là. La lunette arrière, l'angle est très, très prononcé. Évidemment, là, ça, c'est pour aider là, au coefficient de traînée de 0,25, ce qui est quand même bon pour un véhicule de ce format. Et c'est là aussi là, qu'on a notre élément lift-back, comme vous pouvez voir. Donc, très grande ouverture, un bon coffre. C'est plus grand que ce qu'on verrait là, dans une Chevrolet Bolt, que selon moi, ça va être un de ses compétiteurs les plus proches. Et on a plusieurs diviseurs à l'intérieur du coffre où on peut réaménager votre espace cargo. On peut baisser la deuxième rangée à plat. Donc, de ce côté-là, c'est très bien, mais on voit qu'à l'arrière, on n'a pas de prise 12 volts ou de prise 120 volts de disponible. Mais c'est un véhicule là, qui a la technologie V2L, donc avec un accessoire qu'on peut acheter là, au concessionnaire. Là, vous pouvez exporter du courant vers n'importe quel appareil sur le 120 volts. Dans cette édition SV+, on a le logo Nissan à la grandeur du haillon. Puis si on avait une version Platinum, on aurait un peu plus de détails ici, là, mais à la fin, là, c'est pas très grave, là, ça ne change pas la performance du véhicule. Sur cette version SV+, on a des roues en alliage de 18 pouces. Sur la version Platinum, on peut aller jusqu'à 19 pouces. Là, évidemment, le véhicule est en pneu d'hiver, mais ça, c'est peu importe. Donc, bonne pneumatique ici, puis j'aime beaucoup là, le design là, angulaire des roues. Évidemment, c'est des roues qui sont optimisées pour l'aérodynamique. Ici, on a un des ports de recharge. Comment ça? Oui, on a un des ports de recharge. Donc ici, on a le port J3400 NACS qui est seulement utilisé pour la recharge rapide. À l'intérieur du véhicule, il y a un adaptateur NACS à CCS. Ce véhicule-là est compatible sur tous les réseaux de recharge rapide, Tesla Supercharger, circuit électrique, ChargePoint, tous les réseaux. Il faut juste choisir le bon adapteur. Et très intéressant aussi, ce véhicule-là fait nativement de la recharge là, plug and charge avec le réseau superchargeur. Donc, on fait comme une Tesla, on branche le câble et la recharge commence directement. Vous verrez dans le défi 500 km. Deuxième port de recharge, le port J1772 pour la recharge à la maison sur le 240 volts ou le 120 volts. De ce que je comprends, là, c'est comme un peu des rumeurs, la norme là, SAE J3400 est arrivée un peu tard dans le développement de ce véhicule-là. Donc, Nissan, là, juste pour simplifier les choses, a décidé de garder le port J1772, surtout que tous ceux qui ont des Leaf actuellement utilisent ce port-là à la maison pour recharger. Donc, pour les consommateurs actuels, Nissan se disait que ça ne sera pas trop un gros changement. Moi, ça ne change pas grand-chose. Il y a deux ports. Il faut juste se souvenir lequel est lequel. Sous le capot de la Leaf, là, on a toute la mécanique de propulsion ainsi que tout le système de thermorégulation du véhicule. Je suis super content de vous dire que c'est ultra moderne ce qu'on a ici. On a une thermopompe. On a un chauffe-batterie résistif, on a un système de récupération de l'énergie. Donc, si la batterie est très chaude puis il y a de la demande de chaleur dans l'habitacle, la batterie va donner sa chaleur, vice-versa. Donc, ça, c'est premier de classe ici. Puis là, vous allez me dire, Alexandre, pourquoi il n'y a pas de frunk
C'est toujours des choix du manufacturier, étant donné que l'entièreté de la mécanique est ici, sur la ligne d'assemblage au Japon, chez Nissan. Ils peuvent mettre ça sur un petit rail. Avec la batterie, ils peuvent surélever ça dans le véhicule et ça facilite grandement l'assemblage du véhicule. Mais évidemment, vous perdez le frunk, mais ça, c'est des compromis d'ingénierie. Donc maintenant, on va aller voir les places arrière dans la Leaf. Je vais m'asseoir, toujours secouer nos bottes. Et c'est là que ça devient difficile. Vous remarquez là, que c'est très, très étroit à l'arrière. Le siège conducteur qui est à ma position est relevé un peu et mes bottes ont vraiment de la difficulté à entrer. J'ai même essayé avec mes souliers, là. C'est pas facile. J'espère que Nissan pourra peut-être adresser le bas des sièges pour qu'on puisse les glisser plus facilement, mais l'espace à l'arrière là, pour les jambes est relativement limité. Pour les jeunes enfants, ça ne sera pas un problème, mais si vous pensez transporter des adultes, ça va être un peu plus difficile. Je ne sais pas pour faire de la grande route si ça va être super confortable. Compromis d'ingénierie ici parce qu'on a beaucoup plus d'espace cargo qu'un véhicule comme la Chevrolet Bolt qui a beaucoup plus d'espace pour les jambes à l'arrière, mais l'espace cargo est très restreint. Dans cette édition, on a 2 ports USB-C, siège chauffant à l'arrière et bouche de ventilation. On est maintenant à l'intérieur du véhicule. Là. Vous excuserez la prise de vue. Il fait tellement froid dehors, là, je commence à avoir mal aux mains. Là. Donc, on va tout faire ça à l'intérieur. La porte ne sera pas ouverte. Donc, tout nouvel intérieur dans cette 3e génération. Puis j'ai des bons commentaires ici. Il y a 2 systèmes d'infodivertissement dans ce véhicule-là. Dans les versions S, on va avoir un écran plus petit qui n'est pas Google embarqué, donc il n'y aura pas de planificateur de trajet, ainsi là, que le combiné d'instruments ici. Mais dans la version SV+, en montant, vous avez un combiné d'instruments ultra personnalisable et un écran ici d'infodivertissement ultra personnalisable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça, c'est tout moi qui a personnalisé ça comme je voulais. J'ai mis les vues que je désirais. Hein? J'ai mis mon chauffe-batterie manuel ici. Là, ça, c'est toujours bon d'avoir ça dans un véhicule. C'est comme un téléphone. On tient longtemps le widget, puis là, on peut le déplacer, enregistrer ses configurations. Pour le combiné d'instruments ici, c'est la même chose. Là, on peut sélectionner quel menu qu'on affiche, quelle information. On peut aller dans les réglages, puis ils ne sont pas tous verrouillés lorsqu'on conduit. Donc, d'un point de vue là, de personnalisation, c'est excellent ici. Et d'un point de vue d'ergonomie, il y a quelque chose de très intéressant côté volant. Vous voyez ces 2 petites touches-là rectangulaires? En ce moment, elle est orange. Ça veut dire que le pavé ici contrôle le combiné d'instruments. Si j'appuie ici, on passe à l'autre écran et maintenant la roulette permet de sélectionner des menus. Puis regardez ça, avec la roulette, je peux changer la ventilation. Hey, ça, là, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Puis évidemment, avec les flèches, on peut aller sélectionner les menus. On retourne à l'accueil. C'est extrêmement bien fait. Ça permet de garder les yeux sur la route. Vraiment, Nissan, là, chapeau ici. Très belle intégration. Et de l'autre côté, vous allez avoir vos contrôles là, pour le régulateur de vitesse. C'est un véhicule qui vient avec le Pro Pilot Assist, suivi de voie avancée, régulateur de vitesse au radar. Ça fonctionne bien. Pour ce qui est de l'assemblage, belle texture, tissu ici, sur les portes aussi. Plastique dur ici, par contre, on a surface moussée. J'aime aussi là, le ton bleu ici. Puis ce qui est intéressant, là, regardez la petite garniture, là, vraiment flexible, c'est bien. Par contre, il y a des plastiques d'une qualité douteuse. Là. Ça ici, c'est bizarre. Puis là, ça vous permet de voir aussi le levier de vitesse, c'est des boutons. C'est pas quelque chose que j'aime, mais dans la Leaf, là, sont très francs. Lorsqu'on appuie sur Drive, c'est instantanément Drive. Il n'y a pas de délai, donc j'ai pas de problème d'utilisation. Conduite à une pédale s'active ici et mode de conduite. Puis vous remarquerez qu'il y a des palettes pour ajuster le freinage régénératif. Ce qui est drôle, c'est qu'elles sont à l'envers. Plus retire du freinage régénératif et moins ajoute du freinage régénératif. J'ai pas vraiment compris la logique. Pour ce qui est du reste de l'intérieur, c'est une console ouverte. Donc on voit ça aussi dans le Nissan Ariya. Même plateforme, ça fait du sens. Porte-gobelet étagé, lui, est beaucoup plus bas que celui-ci. Chargeur sans fil pour votre téléphone. Console centrale. Adaptateur CCS et NACS qui rentre parfaitement ici. Et vous avez la sellerie en cuirette avec des beaux détails dorés et bleus. Ça, c'est en option. Sinon, c'est une cuirette noire. Et un coffre à gants tout à fait manuel. Ça, j'adore ça. C'est très rafraîchissant. Et aussi, dans le véhicule, ce que j'aime, c'est la performance du chauffage. Là. Il fait très froid dehors, moins 17 degrés Celsius. Puis c'est délicieusement chaud ici. Là, j'étais à 22. Puis là, on entend la thermopompe rugir dehors, le signe qu'elle fonctionne très fort. J'ai rien à dire côté de la performance du chauffage ici.
Pour ce qui est de la navigation, comme je vous disais, planification de trajet avec Google. Donc, j'ai mis un itinéraire quelconque. On va aller à Rimouski. Et là, il nous planifie notre itinéraire. Donc là, il nous donne 2 arrêts de recharge, un de 50 minutes à Québec. OK, puis évidemment, vous pouvez les personnaliser. Et vous avez un arrêt de 10 minutes ici. Mais c'est un vrai planificateur de trajet. Lorsque vous utilisez le trajet que Google Maps vous donne, il va gérer la température de la batterie préconditionnée adéquatement pour que tous les arrêts de recharge se fassent le mieux. Et sinon, si vous voulez gérer ça vous-même, vous appuyez ici. Lorsque je rentre dans ce menu-là, c'est très intéressant. Regardez. On a des informations un peu à la Volkswagen qui dit en ce moment, si tu branches, c'est 15 kW, température est froide, puis comment ça va prendre de temps. Vous voyez, là, j'étais à 78 % de statut de charge. Et l'autonomie est dynamique, donc elle varie en fonction de l'utilisation en continu. Donc, on est à Saint-Nicolas, recharge sprint sur les nouvelles bornes Kempower. Pourquoi? Parce qu'on peut voir une courbe de recharge avec le voltage. Puis je voulais savoir c'était quoi le voltage de la livre. Donc, on est là dans le 350 volts. Puis on voit nos ampères. Donc, les ampères grimpent tranquillement pas vite. Mais la batterie semble froide. Donc, ah non, 101 kW, good. Full power. Petite Leaf, il fait moins 20. Depuis Drummondville, il fait moins 20, mais la Leaf, ça va bien. Autour de 20 kWh, 22 kWh par 100 km. Puis on a 350 ampères. J'adore ces bornes-là, c'est tellement excellent. Donc on tire 129 kW, vous le voyez ici. On va aller voir dans le véhicule. Voyez-vous, 126,5 kW, c'est excellent. Donc là, je vais aller prendre une petite pause, mais tout est sous contrôle. Je vais aller acheter du lave-glace, acheter un café, allons-y. On a quitté notre arrêt de recharge intermédiaire là, à Saint-Nicolas. On a utilisé les bornes Kempower du réseau de recharge Sprint. Vous connaissez? Ça vous fait penser à Eddy, notre partenaire du dernier vidéo. Bien, on a utilisé leur réseau de recharge, mais c'est pas commandité par Eddy aujourd'hui. J'étais très content de voir qu'on est allé chercher la puissance maximale que la borne pouvait donner. C'est un câble de 350 ampères. On est allé chercher 126-130 kW, ce qui est un peu en bas du maximum de 150 kW de la Leaf. Pas un problème, donc tout fonctionnait. Ce qui était bizarre, c'est que mon potentiel de recharge rapide était de 80 kW à l'arrivée. Puis là, même après la recharge, on monte 95. Fait que ça, c'est un peu bizarre. Là. Ça ne semble pas être super précis. Ça semble être beaucoup plus pessimiste que la réalité. Peu importe, ça m'a un peu stressé. Je m'étais dit, on va pas avoir la bonne session de recharge. On a une session de recharge parfaite. Donc, on a chargé pendant 7 minutes 30. On a mis 15 kWh. Ça a coûté 9 $. Voilà. Donc ça, c'est super. On s'en va vers Saint-Louis-de-Blandford. On va arriver dans 44 minutes. On va arriver à 16 % au superchargeur Tesla. Et là, ça va être plug and charge. On va seulement se brancher et la recharge va commencer. Et là, on va être full ampérage. On devrait aller chercher 150 kW. On va arriver là à 16 % ou en bas de tout ça. La prochaine étape pour vous, c'est d'aller écouter Alexandre qui va aller sur la route à Montréal. Puis là, on va parler là, plus de l'agrément de conduite, le comportement routier de la Leaf. Bon, pendant que Alexandre Dupassé continue le défi 500 km, on va parler agrément de conduite et comportement routier de cette Leaf de 3e génération. Première chose que je veux vous mentionner, là, les sièges, vraiment confortables. Siège conducteur, là, on s'assoit, c'est comme ça on flottait. Je sais que Nissan sont super bons, ils ont des technologies, là, mousse avec la NASA, tout ça. Bien, c'est vrai, là, il n'y a même pas de support lombaire sur ce siège-là, puis je m'en ennuie pas du tout. Honnêtement, pour faire de la route, là, après le 500 km, j'étais super bien, aucune douleur. Vraiment, Nissan, chapeau pour une voiture compacte. C'est rare qu'on a des sièges là, de cette qualité-là. Ensuite, côté suspension, c'est moyen. Pour le conducteur, là, c'est correct là, dans les nids de poule à Montréal. Évidemment, c'est une voiture moins chère, mais ça reste quand même une voiture près de 50 000 $. C'est les passagers arrière, ils se font brasser. Là. J'étais sur l'autoroute, puis tu le sens, lorsqu'on prend des joints d'expansion ou des crevasses, ça swing pas mal en arrière. Donc ça serait peut-être à améliorer. Est-ce que c'est la pneumatique? Est-ce que c'est la pression des pneus? Est-ce que, évidemment, on ne l'a pas testé sur les pneus 4 saisons là, livrés là, d'usine avec le véhicule. C'est des pneus d'hiver qui ont été mis par Nissan Canada. Mais ça reste que c'est pas un pneu qui peut faire toute la différence. Donc, côté là, comportement de la suspension, je pense que c'est à retravailler ici. Côté accélération, on a 214 chevaux dans le moteur à l'avant, 270 livres pieds de coupe. Je suis en mode sport, j'appuie à fond. Bon, le système de contrôle de traction embarque parce qu'évidemment, l'hiver, route glacée. Mais ce que je peux vous dire,
Très bonne reprise dans ce véhicule-là. On ne manque pas de puissance. Et sur le décollage, c'est très bon. Donc, je n'ai jamais manqué de puissance durant mon défi 500 km sur l'autoroute, ni dans mon quotidien. Là, ça fait une semaine que j'ai le véhicule. Ça, c'est super de ce côté-là. Et j'apprécie quand même la visibilité, elle est bonne. La lunette arrière est quand même petite là, de par l'angle assez prononcé de la dite lunette, mais c'est pas un deal breaker comme on pourrait dire en anglais. Gros rétroviseur, on voit très bien. Et volant, 2 branches, très bonne prise en main, très souple. On peut l'étirer beaucoup vers le conducteur, c'est bien. Par contre, je commence à remarquer ça avec beaucoup de véhicules avec des combinés d'instruments numériques. Souvent, tout dépendamment de comment vous placez votre volant, il y a de l'information qui va être légèrement cachée, puis ça fait travailler le focus de vos yeux, puis ça peut être dérangeant. Donc moi, je dois ajuster le volant peut-être un peu plus haut que la position de conduite que j'aurais habituellement. Donc ça, c'est à y penser. Le pire véhicule, c'est le Toyota BZ, mais quand même, là, il y a un petit enjeu ici de visibilité. Insonorisation, bien. Pas la meilleure. Ici, Kia V4 a des vitres doubles. Donc là, ça fait une grosse différence. J'ai hâte d'essayer ça dans le défi 500 km. Mais c'était bien l'insonorisation. Pour ce qui est du comportement routier, honnêtement, je le trouve quand même bien. J'aime aussi que ce véhicule-là est quand même assez court. Lorsqu'on est en virage, là, puis on donne un bon effort, on va sentir que l'arrière veut sautiller un peu, veut glisser, évidemment l'hiver. Et pour un véhicule traction, bien ça me surprend. C'est un comportement un peu plus, en anglais, tail happy. Ça me fait penser à une Volkswagen Golf, là, c'est très, très prononcé, ce comportement-là, pour un véhicule traction. Moi, je trouve ça agréable. Volvo EX30 fait la même chose. Ça donne un comportement un peu plus sportif. Détrompez-vous, ce n'est pas un véhicule sport, mais c'est beaucoup plus agréable que d'autres voitures compactes. Pour ce qui est du roulis, c'est un roulis assez habituel. Ce n'est pas un véhicule qui est très, très rigide, mais je pense que pour la plupart des gens qui vont se procurer ce véhicule-là, ils ne verront pas d'inconvénients. Et dernier point avant de terminer le comportement routier, freinage régénératif, conduite à une pédale, très bon. Et aussi, lorsqu'on ne l'utilise pas, on peut le configurer avec les palettes au volant. On peut choisir l'effort qu'on veut. Petite déception, je trouve que le véhicule est timide sur la quantité de freinage régénératif à haut statut de charge ou avec une batterie froide. C'est très, très long en hiver avant d'avoir le potentiel maximal du freinage régénératif. C'est sûr qu'avec le mode une pédale, il va utiliser les freins à friction, mais lorsque vous n'êtes pas en mode une pédale puis vous voulez mettre le freinage régénératif au maximum, à cause que la batterie est froide, à cause que la batterie est en haut statut de charge, vous n'aurez pas le potentiel complet. Puis il vous l'affiche dans votre combiné d'instruments, une partie ombragée. Là, et plus vous roulez, là, plus ça descend vers plus de puissance de freinage régénératif. Donc, on est arrivé à Saint-Louis-de-Blandford. On est branché sur le superchargeur. Mais voyez-vous, la longueur des câbles, c'est pas optimal. Il faut que j'embarque la livre sur la chaîne de trottoir, mais c'est pas grave. On va aller voir la puissance, 15 %. Et voyez-vous, la puissance monte, on rampe. On est supposé aller chercher 150 kW. On va attendre ensemble, voir. Et j'ai juste branché le véhicule, hein, j'ai rien fait. C'est brancher, recharger directement. Ouais, on va se rendre à 150, je crois bien. Ouais, j'appelle ça proche de 150. Excellent. Bon, on va laisser ça recharger. Donc, on se remet en route après la recharge à Saint-Louis-de-Blandford sur le Tesla Supercharger. Ça a été branché, rechargé. J'ai mis le pistolet. En dedans de 10 secondes, on était parti. On est allé chercher la puissance maximale autour de 150 kW. On a rechargé de 13 % à 60 % en 19 minutes. On a mis 39 kWh. Ça a coûté 15 et 43, excusez-moi. Très bien. Puis la courbe de recharge est excellente. Hein? Puissance maximale, là, puis on a une petite pente là, qui descend jusqu'à 80 %. On est resté en haut de 100 kW de puissance jusqu'à 55 % de statut de charge. C'était vraiment bien. En 19 minutes, on a mis presque 40 kWh. C'est une des courbes de recharge de voiture 400 volts les plus impressionnantes que j'ai vues, vraiment optimisées pour l'air sous la courbe. Donc, maintenant, on est dans le dernier segment. Il me reste 163 km à faire avant d'arriver au jalon de 500 km. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer la parole à Alexandre. Il va vous parler de la gamme de la Leaf, son prix et tout ça. Puis ensuite, ça sera le décompte du défi 500 km. Donc avant de terminer notre revue de la Leaf, il faut savoir combien coûte ce véhicule-là. Puis c'est ce que je vais vous parler. Donc en ce moment, là, il y a 3 modèles de la Leaf qui sont longue autonomie. La S+, la SV+, et la Platinum+. Plus tard, on va avoir accès à un modèle S
qui va avoir une batterie là, autour là, de 58 kWh, si je ne m'abuse, moins d'autonomie, qui sera moins cher même que cette voiture-là a des roues d'acier. Il faut le faire. Et Nissan nous promet que ça va être un véhicule qui va être extrêmement abordable. En ce moment, la gamme de la Leaf commence à 47 834 $. Le modèle à l'essai aujourd'hui est à 50 834 $. Et qu'est-ce que vous avez avec ce véhicule-là? Là, tout ce que je vous ai énuméré. La batterie longue portée, chauffe-batterie, thermopompe, tous les équipements que vous avez vus dans la vidéo. Je vais être honnête avec vous, là, je trouve que c'est un prix quand même élevé pour un véhicule compact, surtout avec le faible espace pour les passagers à l'arrière. Puis je me disais, comment que Nissan va être capable de mettre ça en marché quand Kia V4, Chevrolet Bolt et autres ont un prix d'entrée beaucoup plus bas? Bien, j'ai trouvé la twist. Le véhicule à l'essai aujourd'hui, s'il est pris en location 48 mois, 20 000 km par année, sans versement initial, on parle d'une location taxe incluse, 598 $ par mois. Donc ça, c'est relativement intéressant. Donc ça ressemble à ce que Gabriel vous a montré, le Toyota RAV4 de nouvelle génération. Mais ça, c'est moins cher que la Kia V4, puis on n'a pas encore les taux de location pour la Bolt. Donc je pense que c'est là que Nissan pousse vraiment sur la location. Ça, c'est leur choix, c'est bien correct parce que côté comptant et financement, c'est beaucoup moins alléchant. Fait que je crois que la plupart des consommateurs vont se diriger vers la location. Puis à 598 $ par mois, 48 mois, là, ce véhicule-là, dans ma tête, fait du sens. Donc, c'est ce que ça coûte. Puis si vous vous demandez, ouais, la S+, Alexandre, c'est plus autour de 520 $ par mois, là, tout inclus. Le défi 500 km est maintenant terminé. On va passer en revue tous les résultats. Première chose, on a eu quelques pépins. On a 16 minutes de déduction à faire. Hein? C'est super important de tout normaliser les temps. On a 10 minutes de circulation intense là, juste avant la route des Rivières à Québec. Hein, on était le jeudi matin, c'est toute la circulation avant d'embarquer sur le pont Pierre-Laporte. Tout le temps que ça a pris d'attendre avant de sortir et ensuite il y avait énormément de circulation là, pour le point de retournement. C'est 15 minutes de déduction. C'est quand même long. Et l'autre minute de déduction, c'est lorsqu'on est arrivé à la station de recharge Sprint. Il faisait tellement froid, il faisait moins 20 que j'ai branché le véhicule de la bonne façon. La recharge est initiée. Puis après ça a dit « Ah, poussez sur le câble », comme si tout était gelé. Puis là, j'ai regardé le contact de la borne de recharge. J'avais un peu de neige. J'ai tout nettoyé ça. Ça a pris comme 1 minute avant que la recharge se démarre. Donc, on a 16 minutes de déduction pour normaliser notre temps. Les résultats de la fameuse Leaf, 5h20 temps total sur le défi 500 km. On est parti à 5h le matin. Le défi, c'est fini à 10h36, moi, la déduction. 5h20 total. Vous avez vu dans le défi 500 km les températures hivernales ultra froides. On a roulé pendant plus d'1 heure à moins 20 et j'ai vraiment été impressionné par la consommation. Je rappelle ce que j'ai dit, hein, la campagne marketing de Nissan au Québec est autour de la performance hivernale. Je trouvais que c'était courageux. Ben non, c'est pas courageux, c'est la vérité. Réellement impressionnant comment ce véhicule-là est optimisé pour l'hiver. Chapeau Nissan, définitivement. Donc, lorsqu'on regarde sur la charte, vous allez dire « Hey, Alexandre, c'est quand même dans le dernier tiers. » Ouais, mais regardez les températures, là. C'est le même temps que la BMW i4 eDrive que j'ai faite à moins 20, qui est un véhicule qui est peut-être 20 à 30 000 plus cher, puis on a eu à peu près la même performance. Puis c'est un véhicule qui recharge beaucoup plus vite, donc vraiment impressionnant là, du côté de la Leaf. 22,1 kWh par 100 km, consommation globale, l'hiver à moins 15. Donc, vraiment Nissan, chapeau, là, côté défi 500 km, là, excellent temps. Et voici ce qui met fin à notre revue et défi 500 km de la Leaf 3e génération. Un véhicule accompli, bonne performance hivernale, véhicule compact, gros défaut, espace à l'arrière extrêmement exigu. Je ne crois pas que c'est le véhicule idéal pour jeunes enfants et familles, même penser à mettre un siège pour bébé à l'arrière. Il y a d'autres véhicules un peu plus gros à l'arrière, mais pour le reste, très beau travail de la part de Nissan. Donc, si vous aimez cette revue, pensez à vous abonner, laissez un petit like, hein, laissez-nous un commentaire, on va essayer de répondre à vos questions. Et sur ce, on se laisse là-dessus.